Theoretical grounds, historical context, open dialogue, mysteries to uncover. Vous écoutez le podcast Art à cœur. Salut Perrine. Non. Ça m'a manqué ces petits rendez-vous, ça fait super longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ouais, je suis désolée, ça c'est ma faute, mais non. Ben, disons la faute de personne. J'avais trop de boulot pour réserver un peu de 2 ou 3 jours pour le podcast, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on est de retour et on a un mini-sode, on a un mini-épisode. Un mini-sode, ouais. On a décidé de faire un petit enregistrement, une petite pause, parce que Perrine, toi t'es en examen, enfin t'as plein de choses là avec ta dernière année de re-études, et de reprise d'études. Et puis bah il y a quand même eu pas mal d'événements aussi, je pense qu'il faut le dire, on a été très sollicités mentalement avec la presse, toutes les dernières actualités, etc. On avait un peu besoin d'une petite pause, d'un break, mais du coup on revient avec un mini-sode léger. Et encore une fois, on a trouvé des sujets qui s'accordent un peu. En général, on prévoit pas trop ça, on est un peu dans l'impro, donc c'est marrant. Mais bon, on a mis pour une raison, je pense. Oui. Donc on a souvent des thèmes qui s'accordent bien. Ouais, on est sur la même longueur d'onde. Qui commence cette fois-là? T'as envie la dernière fois, c'était qui? La dernière fois, c'était toi qui commençait. Ah ok. Mais les 2 fois d'avant, c'était moi. Donc, Du coup, ce serait équitable que ce soit moi. Okay. Ouais. Écoute, c'était une réussite la dernière fois. J'étais un peu plus focus et j'étais moins partie dans tous les sens. Ok. Perrine, est-ce que tu as entendu parler d'une photographe qui s'appelle Viviane Maier? Non. Les photographes, malheureusement, parce que j'aime beaucoup la photo, mais c'est pas mon. Je connais pas beaucoup de monde là-dedans. Ouais, eh bien, ça tombe bien, car on va parler donc de Viviane Maier. Moi, c'est pareil, je t'avoue que, donc pour le petit rappel, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, et le concept du podcast, c'est qu'on se raconte chacune notre tour une anecdote. On est toutes les deux restauratrices, mais Perrine est restauratrice de tableaux, peinture, et moi, je suis restauratrice d'art graphique, papier, mais à ne pas confondre avec la photographie, qui, même si elle est sur support papier, est encore un autre domaine. Enfin, relève d'encore une autre spécialité de restauration, avec ses spécificités. Et je pense que c'est comme toi, du coup, j'adore la photo, j'adore regarder, mais je ne m'y connais absolument pas. Pourtant, c'est pas faute de vouloir, mais voilà, on peut pas tout savoir. C'est ça. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, on va se focus sur au moins une photographe qu'on pourra utiliser pour briller en société, pour faire genre on connaît un peu la photo. Ouais. Et Viviane Maier, donc c'est pareil pour vous, hein, vous pourrez utiliser ça. Ne nous remerciez pas, on est content de vous filer le filon, le tips. Et Viviane Maier, elle sort pourtant malgré tout beaucoup dans la presse depuis une dizaine d'années, parce que c'est une photographe qui a été même pas redécouverte, mais carrément découverte, tout court. Allons-y, on va sauter tout de suite dans cette histoire. Donc Viviane Maier est née à New York en 1926, et sa mère est française, elle s'appelle Marie Jossot, elle est originaire des Hautes-Alpes. Elle est aux États-Unis car elle a de la famille là-bas, et déjà sa mère à elle, donc la grand-mère de Viviane, avait émigré aux États-Unis où elle avait trouvé un emploi. Donc on est déjà sur une 3e génération américaine, et Viviane a la nationalité américaine puisque sa mère, Marie Jossot, a épousé un Américain, issu lui d'une famille d'émigrants autrichiens, et on ne sait pas grand-chose d'autre sur lui. Ce couple va avoir 2 enfants, un garçon qui s'appelle, je crois, Charles William, et une fille, Viviane, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 1926. Et ils divorcent quand Viviane a 3 ans. Donc elle va surtout elle va vivre avec sa mère exclusivement, puisque le fils aîné, donc son grand frère, va être confié à ses grands-parents paternels, qui sont autrichiens-américains. Viviane va vivre avec sa mère chez une amie de cette dernière, qui s'appelle Jeanne Bertrand, et qui habite dans le quartier du Bronx. C'est important puisque pour ceux qui connaissent pas trop les États-Unis et spécifiquement New York, le Bronx, c'est un des quartiers les plus pauvres de New York, avec des générations d'immigrants. Je connais pas assez pour préciser plus, mais ça a pas trop changé aujourd'hui. C'est un petit peu un quartier stigmatisé, si je dis pas de bêtises. Et cette femme, donc l'amie de la mère de Viviane, est aussi française, puisqu'elle s'appelle Jeanne Bertrand, et elle est née dans la même région que la mère de Viviane, dans les Hautes-Alpes. Et cette femme est sculptrice, mais surtout
photographe professionnelle et reconnue dans son art. Et notamment, elle a eu ses photos à la une du Boston Globe, qui est donc le grand journal de Boston. Et il avait été joint, enfin, sa photo à la une avait été jointe d'un très long article élogieux sur son parcours de jeune talent de photographie. Je crois qu'elle avait moins de 20 ans à l'époque, donc très jeune. Et voilà, elle avait son portrait dans le Boston Globe. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est reconnu. Et on est, pour rappel, dans les années 1900 à cette époque. Enfin, à l'époque de Jeanne Bertrand. Et du coup, c'est cette femme qui va faire découvrir à Viviane Maier et sa propre fille la photographie. Finalement, Viviane et sa mère reviennent en France vers 1932, donc dans les Hautes-Alpes. Et elles vont vivre 6 ans dans cette région, et puis elles vont retourner aux États-Unis en laissant derrière elles déjà des photos donc de cette région de France. Donc on a des photos de l'enfance de Viviane. Ah, ça doit être trop beau là-bas. J'imagine que c'est... Il n'y avait pas trop de pollution, il n'y avait pas trop de pollution visuelle aussi par les voitures, etc. Mais je pense que c'était très isolé aussi, et des villages avec pas d'électricité partout et pas d'eau courante. Quand elle a 12 ans, Viviane et sa mère repartent à New York à bord du célèbre bateau, le Normandie. Elles évitent ainsi la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre, Viviane va revenir toute seule en France. Je crois qu'à l'époque, elle a à peu près 25 ans. Elle va récupérer l'argent en fait d'une succession. Elle va avoir plusieurs successions et héritages en France. Et pendant que la succession, les papiers se font, elle va faire plein de photos dans cette région. Et puis elle repart aux États-Unis où elle a trouvé un emploi de nanny dans une famille de Southampton, donc à New York. À partir de là, la piste se brouille. Toutes ces infos qu'on a, on les sait grâce à des associations sur Viviane Maier qui ont enquêté sur sa vie. Mais tu vas voir pourquoi ça devient intéressant à la fin et pourquoi on sait ces informations et pourquoi en fait c'est des informations qui ont été assez difficiles à réunir. Donc à partir de cette période-là, quand elle devient nanny à Southampton, en fait Viviane va en quelque sorte brouiller les pistes, sans doute inconsciemment, mais en fait c'est une personnalité très discrète, sans doute introvertie. Et elle va laisser seulement comme adresse une boîte aux lettres. Donc c'est même pas son adresse de domiciliation de la famille où elle est, mais genre une boîte aux lettres professionnelle, quoi, elle est à l'américaine. Oui. Je sais pas si on a ça en France, des box, quoi. Et elle ne recontacte même pas sa famille en revenant aux États-Unis. Ah oui. Donc en quelque sorte, elle devient anonyme. C'est une nanny parmi plein de nannies à New York, quoi, une petite fourmi perdue dans la foule. Et avec son héritage et ses économies, elle s'achète un excellent appareil photo pour l'époque qui s'appelle le Rolleiflex, et c'est un modèle professionnel. Et elle va rester donc dans cette première famille 4 ans. Et à 30 ans, elle s'établit à Chicago pour une très longue période où elle va devenir gouvernante pour 3 garçons. C'est la famille avec qui elle reste le plus longtemps puisqu'elle va rester dans cette famille 17 ans. Et revenons à sa première famille. Quand elle s'occupe pas des enfants, on sait qu'elle photographie la rue. Donc en fait, à chaque pause possible, j'imagine, dès que les enfants sont à l'école, à leurs activités et autres, elle va tout de suite dans la rue avec son appareil et elle photographie. C'est une boulimique de la photo. Et elle photographie dans la rue, donc c'est ce qu'on appelle un photographe de rue. C'est-à-dire que c'est un photographe qui capture plutôt les instants, quoi, le moment, à l'affût de l'éphémère. Et des situations qui n'arrivent qu'une fois. Donc c'est un vrai trésor pour tout ce qui est documentation de vêtements d'époque, etc. Quoi. Et puis, exactement. La disposition de la ville à l'époque, etc. C'est ça. Elle photographie, non seulement elle photographie des visages, en effet, elle photographie la vie de tous les jours, et elle photographie, rappelons que elle a grandi dans le Bronx, donc c'est important. Quand elle vient en France, elle est dans un petit village des Hautes-Alpes, elle vient d'une famille pauvre, de l'immigration autrichienne, américaine. Enfin voilà, elle est issue d'un milieu social populaire, ouvrier, et c'est quelque chose qui va rester avec elle. Et c'est ce qui l'intéresse dans sa photographie. Elle photographie le peuple. Et en effet, c'est très intéressant. Et du coup, donc elle photographie et des situations, des visages, et aussi de l'architecture. Et c'est dans la première famille, elle a sa salle de bain privée, grâce à laquelle elle va développer des photos. Donc elle va tirer ses négatifs sur papier. Elle va, à cette époque, faire un tour du monde. Elle va aller jusqu'au Canada, en Égypte, au Yémen, à Bangkok. Et puis elle va revenir une dernière fois, la dernière fois de sa vie, donc dans la région des Hautes-Alpes, sans prévenir personne, ni sa famille, ni les gens qu'elle connaissait là-bas. Vraiment, elle y va anonymement,
pour capturer, je sais pas, l'essence de son enfance. On sait pas trop, en fait. C'est un peu flou. Donc, mais on sait que personne était... Oui, pardon. Donc, ça, c'était après qu'elle ait passé 17 ans dans cette famille. Pas encore, pardon, j'avais fait un petit... Enfin, je l'ai dit, mais tellement vite. Je suis revenue un peu en arrière. Elle va à New York, elle s'achète son appareil photo. Elle est nanny d'une famille de Southampton pendant 4 ans, où elle a sa salle de bain privée, elle fait des photos, elle développe ses photos sur papier, ça c'est important aussi. Et à 30 ans, elle part à Chicago pour être gouvernante pendant 17 ans de 3 garçons. D'accord. Voilà. Et elle fait son tour du monde juste avant ça, en fait. Et notamment, elle repasse en France avant de s'installer dans cette famille qu'elle considérera un peu comme sa famille d'adoption, et les enfants la considéreront un peu comme leur mère. Enfin, mère. Tu vas voir, c'est un petit peu rigolo. Ce qui est intéressant, c'est que d'après les témoignages des familles où elle a été gouvernante, a priori, elle aimait pas être nounou, et elle était même pas très douée dans ce métier, voire assez désagréable. Et mais pourtant, dans cette famille où elle travaillera 17 ans, les avis sont un peu partagés dans toutes les familles où elle était gouvernante. J'imagine que elle avait une personnalité assez particulière, très introvertie, sûrement beaucoup de caractère, mais très renfermée à la fois. Et du coup, je pense que, comme on dit, ça passe ou ça casse, quoi. Il y a des gens qui ont un très mauvais souvenir d'elle, et d'autres, au contraire, qui ont un souvenir très ému de cette personne. Quand les garçons deviennent grands, elle va changer de famille plusieurs fois, et elle va jamais vraiment rester longtemps dans une famille. Elle va être notamment nanny des enfants du présentateur télé Phil Donahue, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, si. Oh, ouais. Il est assez connu. On est dans les années 70 à ce moment-là. Ah ouais, cool. Et justement, les années 70 venant, elle va s'acheter aussi un Kodak et un Leica, et elle passe à la photo couleur. Mais encore une fois, pour une raison inconnue, c'est à cette période qu'a priori, elle arrête de développer ses négatifs. Donc elle a fait très peu de photos couleur finalement. Elle a des pellicules couleur, mais elle développe pas. Et quand je dis raison inconnue, en vrai, on s'en doute un petit peu. C'est une femme seule, avec un petit salaire, des petits revenus, discrète à New York. C'est certainement une question de coût. C'est un budget de développer ses négatifs. En plus, il faut un espace, un labo photo. Donc, dans les premières familles, elle avait sa salle de bain. Là, peut-être qu'elle l'a plus, ou elle change trop souvent de famille. En tout cas, c'est que des hypothèses, mais c'est dans les années 70, elle arrête de développer ses négatifs, et du coup, elle va faire plein de photos. Elle continue de faire de la photo tout le temps, mais il y a plus de tirage. C'est que des négatifs, des bobines. Wow. Voilà. Et elle va aussi commencer à faire des films. À 49 ans, on sait qu'elle est engagée par un professeur de l'université de Chicago. Et elle lui dira, je vais faire pas mal de citations pour un petit peu s'imprégner de la personnalité, de comprendre un peu qui c'était. Donc, quand elle va être engagée par ce professeur, elle va lui dire « Je dois vous dire que je viens avec ma vie, et ma vie est dans des cartons. » Et le professeur lui répond qu'il possède un grand garage, donc c'est pas un problème. Sauf qu'en fait, il ne s'agit pas de quelques cartons avec des bibelots et des vêtements, mais de X cartons. Je te laisse deviner le nombre de cartons. 300. Non, t'es pas si loin. J'ai dit putain, merde. T'es pas si loin. Un peu moins. D'accord, ok. 253. 200. Ah, 200. 200 cartons. D'accord. C'est énorme. C'est quand même énorme. Donc 200 cartons en même temps. Ça dépend de la taille aussi, si c'est des petits cartons. Oui, je sais pas. Non, je pense des bons box, quoi, des boîtes. Et après, elle a 49 ans, quoi. Et donc voilà. Et en fait, ces cartons sont tous remplis par 30 années de photographie, et principalement pas par des tirages, puisque finalement elle en a fait assez peu, mais par tous ces négatifs, des bobines de film, du matériel photo, et aussi, c'est assez intéressant, plein de coupures de journaux et de magazines qui sont rangés dans des classeurs, et apparemment elle y attachait beaucoup d'importance. On n'en sait pas plus. Ah oui, d'accord. Elle découpait des images. Je pense que je sais pas si c'était des textes, on n'en sait pas plus. Peut-être que c'était des inspirations en fait, tu vois, des photos, c'est possible. C'est l'ancien internet de l'époque, quoi. Ça me fait penser aux films d'horreur avec des gens, tu sais, les foufous qui découpent plein de trucs. Et... je pense que on n'en sait pas beaucoup plus sur. Enfin, on peut que deviner qui elle était. Tu verras. Pourquoi on ne fait que spéculer. Mais je pense qu'en effet, avec le peu qu'on sait, c'était une personnalité un peu monomaniaque, quoi, avec une idée fixe et obsessionnelle. Elle va entreposer tous ces cartons dans un garde-meuble, finalement. Je pense que le prof de maths de l'université de Chicago, et il s'attendait pas à autant de cartons, donc elle les a mis dans un garde-meuble, et elle va pas y toucher pendant toute l'année où elle sert cette famille. De 89 à 93, elle va être accompagnante d'une jeune fille qui s'appelle Cara Bailey-Linder, qui est une adolescente handicapée mentale. Et tu vois, ses parents gardent le souvenir d'une femme très enjouée, dynamique et disponible pour leur fille.
la parfaite accompagnante. Donc il y a vraiment des avis très très divergents sur cette. Ça cultive un petit peu le mystère de cette personne qui a un peu disparu de l'administration, quoi. Ouais. Alors après, donc elle va pas mal changer de famille encore, jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, donc il y a vraiment des avis très différents sur Vivian Maier, selon les employeurs et les témoignages. Et on sait en fait qu'elle a gardé contact toute sa vie avec les 3 garçons chez qui elle avait été le plus longtemps. Et il garde donc un excellent souvenir d'elle, et il la compare même à Mary Poppins. Ah. Et c'est vrai qu'on peut l'imaginer un petit peu avec tous ces cartons et ce côté un petit peu loufoque et à la fois certainement attachante et charmante, mais un peu, ouais, comme tu dis, un peu psycho. Oui. Et Mary Poppins, elle est stricte aussi, elle a son caractère, ouais. Elle est gentille, elle a bon cœur, mais elle est un petit peu dure parfois, et ouais. Et notamment, on a ces anecdotes amusantes où donc elle leur apportait un serpent mort pour l'examiner, ou qu'elle les emmenait voir des films d'art et d'essai. Elle les emmenait aussi à la parade du Nouvel An chinois, et elle allait cueillir des fraises sauvages dans un bois près de chez eux. Donc voilà, personnalité quand même fraîche, quoi. Ouais. Et curieuse. Et assez ouverte d'esprit, à mon avis. Ouais. Malgré tous ces postes, elle va continuer à assister à leur remise de diplôme, leur mariage, vraiment les suivre tout au long de leur vie. Et en 1990, les frères essaient de reprendre contact avec elle, après une petite période de latence, je pense. Et ils la retrouvent qui vit assez misérablement dans un tout petit appartement de Cicero, qui est un quartier, encore une fois, bien moche. Et elle a des grosses difficultés financières, et ils vont lui trouver un appartement à Rogers Park, au bord du lac Michigan, pour terminer ses jours. Et la plupart de ses affaires sont dans un garde-meuble. En décembre 2008, on apprend qu'elle glisse sur une plaque de verglas et va se blesser à la tête et être emmenée en urgence à l'hôpital. Et les frères vont veiller à ce qu'elle soit bien soignée et à la faire rentrer dans une maison de retraite médicalisée, mais malgré toute cette attention, elle va décéder le 20 avril 2009. Donc tu vois, c'est pas il y a longtemps du tout. Ouais. Et voilà, donc à la fois très solitaire et en même temps entourée, quoi. Ouais, mais c'est vachement bien ça quand même elle ait suffisamment marqué les personnes qu'elle gardait pour... Ouais, et puis en plus, tu peux plus trop t'activer pour... Ben c'est ça, sa passion c'était quand même la photographie, et j'imagine que... On sait pas trop, tu vois, mais j'imagine que ces derniers jours, elle était pas aussi mobile, et a priori, elle faisait beaucoup moins de photos. On sait que tous ces cartons étaient dans un garde-meuble. Donc je pense qu'elle n'y avait pas accès. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce choix de s'éloigner de sa famille, parce que très clairement, elle n'a pas eu d'enfant, et donc généralement, je pense que tu aurais quand même envie de voir, de garder le lien avec ta famille pour pas te retrouver tout seul quand t'es vieux. C'est ça qui est... C'est vraiment je pense que c'était une personnalité forte justement pour s'isoler. Et j'imagine qu'elle a eu la chance d'avoir ses frères qu'elle a marqués. Et je sais pas, c'est que de la spéculation, mais je l'imagine pas elle les recontacter. Je pense plutôt que c'est eux qui se sont accrochés à elle et qui ont... J'imagine bien, j'en sais rien, mais j'imagine bien une personnalité qui finalement a cette chance d'avoir marqué des gens qui vont un peu courir après elle, mais je pense qu'elle-même reste discrète et qui va pas aller chercher les gens, à mon avis, tu vois. Je pense qu'elle serait restée seule et misérable s'il l'avait pas tracée et retrouvée à Cicero, quoi. Ouais. Et alors il y a une suite, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est qu'a priori, elle est plus du tout mobile en fin de vie. Et avant de décéder, elle a certainement pas fait de photos. Et non seulement elle faisait pas de photos, mais elle avait pas son matériel à portée de main. Et ça veut dire aussi qu'elle n'avait pas, dans son matériel, il y avait des photos tirées, des tirages, mais il y avait surtout énormément de négatifs. Parce qu'en fait, à part dans les premières années de sa carrière personnelle de photographe, carrière secrète, à part dans ses premières années, après, elle n'a pas fait de tirage. Ce que ça veut dire, en photo, tout simplement, c'est que elle n'a jamais vu, elle-même, les photos qu'elle a prises. Ouais. Pendant des années et des années. Là où ça devient vraiment encore plus intéressant, et ce qui explique pourquoi donc Vivian Maier, je te disais en début d'épisode qu'aujourd'hui on parle énormément d'elle dans la presse, et surtout dans la presse spécialisée maintenant. C'est parce qu'en fait, elle serait restée tout à fait anonyme si on n'avait pas découvert son travail de façon assez inopinée. En 2007, John Malouf, qui est un jeune agent immobilier de 25 ans,
est à la recherche de photographies pour illustrer un livre qu'il est en train de coécrire sur le quartier de Portage Park à Chicago. Il va acheter aux enchères un très très gros lot de négatifs pour $400. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, ce sont les négatifs de Vivian Maier, mais à ce moment-là, c'est un lot de négatifs anonymes. On ne sait pas du tout à qui c'est, etc. Parce qu'en fait, ça a été saisi par le garde-meuble 2 ans avant la mort de Vivian Maier, qui ne payait plus le dépôt. Donc, elle était certainement au courant, mais elle en a rien dit, et les 3 frères n'étaient pas au courant. J'imagine que sinon, vu qu'il lui avait trouvé un appart, etc., il se serait débrouillé pour retrouver son matériel. Mais en fait, il aurait pu être vraiment perdu si donc John Maloof n'avait pas su flairer la bonne, pas la bonne affaire, mais non, mais surtout le fait qu'ils aient pas détruit tout ça, parce qu'ils auraient pu tout mettre à la déchetterie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que John Maloof a acheté ce lot pour $400. C'est rien du tout. Si on part du principe, là, à ce stade de tout ce que je t'ai raconté, en vrai, ça pourrait juste être une passionnée monomaniaque qui fait plein de photos, mais qui est pas bonne, tu vois. En fait, ce fond est passionnant. Au-delà du côté reportage, on va découvrir que la personne complètement anonyme derrière, on ne sait pas du tout qui est à l'origine de ce lot de négatifs, on va découvrir que c'est quelqu'un qui a un vrai talent, quoi. On se dit que c'est un professionnel, en fait, mais sans nom. Et en fait, donc John Maloof achète ce très gros lot pour $400. Dans le lot, il y a 30 000 négatifs. Il y a seulement quelques tirages réalisés dans les années 50-60 et des dizaines de rouleaux de pellicule. Et ce total qu'il a acheté $400 correspond à 150 000 images. Oh là 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 là. Elle a cliqué au moins, au minimum, certainement plus, 150 000 fois, et certainement plus. Et dans la plupart de ses œuvres, en fait, la plupart, c'est des négatifs qui n'ont jamais été tirés et vus, en fait. Ça veut dire qu'il y a que elle qui a vu dans son objectif ce qu'elle a photographié. Personne d'autre ne sait quelles images vont ressortir. Elle est morte en soupçonnant que il y a forcément eu des gens qui ont saisi son... Ouais, je sais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a souhaité... Enfin bref, on y reviendra plus tard. Mais en effet, c'était un travail anonyme. Donc c'est très intéressant. Et bref, et donc John Maloof, donc pour rappel, il a acheté ce lot pour illustrer un livre sur un quartier de Chicago. Et en fait, malgré ces 150 000 images, il n'y a pas du tout d'image de Portage Park dedans. Donc ça devait pas du tout être son quartier. Je connais pas assez Chicago, mais faut croire que voilà. Donc déception. Sauf qu'en fait, en observant les négatifs, même s'il connaît pas leur valeur, il va trouver quand même qu'il y a un truc, quoi. Et en fait, il va publier de son propre chef les photos sur Internet en 2008. Et les photos vont pas du tout attirer l'attention, elles vont vraiment tomber dans la webosphère. Il va aussi faire un blog avec un lien sur sa page Flickr avec quelques images. Et en fait, c'est Flickr, qui est donc une communauté de photographes, qui va propulser le travail donc de cet inconnu, cet anonyme, en avant. Ça va devenir viral, ça va faire le tour d'Internet et des spécialistes de la photo. Et tout le monde, donc avec des centaines de milliers d'internautes qui trouvent ça très intéressant et qui ont envie d'en savoir plus. Et du coup, John Maloof va recontacter la maison de vente pour essayer de savoir d'où venait ce lot. Et il va réussir à recontacter les acheteurs d'autres lots. Et a priori, il va réunir en fait l'intégralité de l'œuvre de Vivian Maier. Parce que comme c'est une photographe qui n'a jamais montré son travail ou vendu son travail, a priori, tous les lots vendus depuis le dépôt, c'est toute l'œuvre de Vivian Maier. Mais rappelons qu'à ce moment-là, il a pas de tête, il a pas de nom, rien, c'est un anonyme. Et en fait, c'est dans ces autres lots qu'il va découvrir sur les négatifs des autoportraits et il va comprendre qui est le photographe. Enfin, il va voir le visage du photographe sans avoir de nom. Il va au moins déterminer que c'est une jeune femme, que voilà.
Et je mettrai des photos comme on fait d'habitude sur l'épisode pour qu'on voit son visage, etc. C'est assez énigmatique quoi de voir son visage comme ça, c'est-à-dire qu'elle aurait jamais dû être vue par quelqu'un d'autre sauf elle et son appareil photo. Et donc elle n'a pas de nom à ce moment-là. Et en fait, en avril 2009, John Maloof, qui se passionne de plus en plus pour ce sujet, donc continue de trier toutes ces archives, tous ces cartons, qui doivent être plus de 200, il doit y avoir plus de 200 cartons du coup, depuis le temps. Et en fait, il va trouver une enveloppe d'un laboratoire photo au nom d'une Vivian Maier. Et en tapant ce nom dans Google, il trouve une nécrologie qui est seulement parue alors la nécrologie en plus est parue seulement quelques jours avant sa recherche. Et j'ai pas fait le calcul exact, mais elle vient de décéder en fait. C'est très très récent, puisqu'entre l'achat, enfin tu vois, ça date de moins de 2 ans, donc ils se sont vraiment croisés quoi. Et voilà. Et alors là, je vais te lire encore une citation. Et cette citation, c'est la nécrologie qu'ont écrit les 3 frères. Voilà, donc il y a un témoignage de comment les gens l'apercevaient, ses proches l'apercevaient. Vivian Maier, originaire de France et fière de l'être, résidente à Chicago depuis ses 50 dernières années, est morte en paix lundi. Seconde mère de John, Lane et Matthew. Cet esprit libre apporta une touche de magie dans leur vie et dans celle de tous ceux qui l'ont connue. Toujours prête à donner un conseil, un avis ou à tendre une main secourable. Critique de films et photographe extraordinaire. Une personne vraiment unique, qui nous manquera énormément et dont nous nous souviendrons toujours de la longue et formidable vie. Donc voilà, donc c'est trop mignon. Et on apprend qu'a priori, elle partageait les photos quand même avec les enfants, quoi. Proches. Et donc en fait, à partir de cette découverte, on a donc le visage, on a le nom, et en fait, John Maloof va mener une véritable enquête. Il va y avoir des associations qui vont se créer dans les Hautes-Alpes, à Chicago, enfin vraiment pour tracer cet artiste et lui redonner sa place dans le monde de la photographie, parce qu'elle est reconnue par les photographes experts comme vraiment une artiste exceptionnelle, très certainement inspirée par Lisette Model. Donc, on peut peut-être faire des croisements, c'est toujours des hypothèses, avec toutes les coupures de journaux qu'elle coupait. Elle a certainement découvert le travail d'autres photographes et a priori, d'après les experts, elle est influencée dans sa patte, dans son œil par Lisette Model, mais elle a suivi aucun cours. Elle est référencée nulle part dans aucune école. C'est une autodidacte avec quand même cette Jeanne Bertrand qui lui avait appris les bases, qui était reconnue, donc certainement que c'était une bonne professeure. Mais disons qu'à partir de elle est partie quand en France, je sais pas, elle devait avoir 8 ans, un truc comme ça. À partir de là, en fait, c'est elle qui s'est auto-formée. Donc un vrai talent, un regard unique et complètement anonyme, quoi. Elle a tout caché. Et donc voilà. Et depuis 2007, John Maloof, donc il a même pas eu à se battre en fait. Tout le monde a juste l'engouement a suivi pour cette artiste parce que c'est une évidence qu'elle a une œuvre unique. Et donc il y a plein de films, documentaires, des livres écrits sur elle. Elle a eu plein d'expositions posthumes du coup. Donc encore une artiste qui est connue après sa mort. C'est terrible, mais voilà. Et je vais te lire un bel, parce que comme c'est un podcast et qu'il n'y a pas d'image comme dans un documentaire, je vais te lire une image, comment on dit ça ? Je vais te lire une description de son travail pour que tu arrives à l'imaginer, puisque je rappelle, dans notre podcast, on sait souvent pas de quoi l'autre va parler et on n'a aucune image sous les yeux, on n'a plus qu'à imaginer. Alors, je te lis l'article de Lila Rabati dans Télérama. Il y a, par exemple, ces portraits d'enfants noirs et blancs jouant ensemble alors que les temps étaient plutôt à la ségrégation. Des pauvres et des marginaux photographiés tels les empereurs célestes de l'Amérique. Là, c'est un Afro-Américain, comme sorti d'un songe, déambulant à cheval en pleine ville, sous un pont. Ailleurs, ce sont de vieilles rombières emperlousées, étranglées par leurs renards au sourire carnassier. Et puis il y a Chicago, ville à l'architecture conquérante et rationnelle, s'étalant à l'infini sur les négatifs. Ces images d'enfants saisis en plein jeu dans les rues de la ville rappellent en effet celles de sa contemporaine Helen Levitt, figure majeure de la street photography, versant américain de la photographie humaniste française, emmenée par Willy Ronis ou Robert Doisneau, la nostalgie en moins.
Elle est pleine de tendresse envers les Afro-Américains, mais aussi implacable avec les riches que le sera Diane Arbus lorsqu'il s'agit de leur tirer le portrait. On pense également à Weegee, qui arrivait avant tout le monde sur les scènes de crime de Manhattan lorsqu'elle immortalise un ivrogne encadré par des policiers. Et à Robert Frank, le premier à oser des cadrages inattendus ou des images floues en 1958 dans son livre Les Américains, pour cette émouvante photographie bougée d'une femme en robe blanche titubant vers son destin. Ces photographies de pieds de passants, cueillis au ras du trottoir, ou ces jeux de reflets dans les vitrines, renvoient enfin au travail de Lisette Model, dont Diane Arbus fut l'élève. Mais Vivian Maier ne copie pas ses pairs, dont elle achète pourtant régulièrement les livres. Plus que ces derniers, elle magnifie les laissés-pour-compte, les marginaux, SDF, miséreux noirs ou blancs auxquels on sent qu'elle s'identifie. Son style fait le lien entre la photographie humaniste française et la photographie américaine des années 1955-1960, qui préfère montrer les êtres avec leurs failles et leurs faiblesses, plutôt que de les idéaliser. Elle embrasse tous les sujets, tous les genres, nature morte, paysages, portraits, autoportraits, dans lesquels elle se dévoile à peine, corps androgyne, visage chapeauté, refusant toute forme de séduction. Waouh, bravo. Ouais. Non, c'est bien décrit. Je suis vraiment impressionnée parce que c'est le genre de choses que tu découvres pas sans vraiment lire et t'intéresser dans ce domaine. Et puis la photographie c'est tellement vaste et puis c'est tellement facile de tomber dans un espèce de méandre de jolies photos et puis c'est vraiment des trucs à la mode quoi. Ouais. De aller regarder, c'est magnifique vraiment. C'est aujourd'hui, il y a plein de gens qui c'est vrai. Moi j'ai cette image de la photo vraiment de néophyte où c'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile parce que des images, il y en a partout quoi. Et on se rend plus compte que être photographe c'est aussi un art, c'est un métier et que il suffit pas d'avoir un bon appareil pour être un bon photographe quoi. Non, c'est très dur trouver le sujet, trouver l'angle, maîtriser son matériel, maîtriser la lumière, et puis ceux qui en plus font le tirage de leurs photos, c'est un travail voilà. Donc voilà, beau personnage curieux, un peu Mary Poppins et ça m'a pour finir là-dessus, ça m'a tout de suite fait penser à comment dire, il y a quelque chose moi qui me chiffonne toujours un petit peu quand on apprend d'un artiste qu'il souhaitait être anonyme, enfin souhaitait a priori. Là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui en effet qui est discret, peu importe les raisons, que ce soit de sa personnalité, que ce soit parce qu'elle veut se cacher, j'en sais rien. Mais il y a aussi une histoire d'introversion renforcée, je pense, par une forme de misère. Et peut-être que si elle avait eu l'argent pour tirer ses photos, elle aurait été reconnue en fait de son vivant parce que tout simplement quand tu tires tes photos tu les rends visibles beaucoup plus et je me demande ses premières photos elle les a jamais mis en il y a eu des tirages elle les a pas mis en valeur donc je pense qu'il y a deux choses, il y a un anonymat volontaire et involontaire forcé quoi, un petit peu renforcé je pense. Mais du coup en tout cas ça me fait penser à moi quand on me parle donc d'un artiste anonyme comme ça qui sort de l'ombre, c'est toujours fascinant et on se dit mais c'est incroyable, il faut lui rendre hommage à tout prix en fait. C'est normal, tu te dis mais elle peut pas rester dans l'ombre et en plus soyons honnêtes, il y a une réhabilitation aujourd'hui des artistes femmes donc elle sert de porte-drapeau. Et c'est intéressant de voir comment elle a été mise sur l'avant de la scène pour des très bonnes raisons. Mais finalement, elle vient un petit peu cacher des artistes contemporaines photographes qui sont toujours sous-représentés dans les galeries. Et alors finalement, elle a peut-être pas souhaité être sur le devant de la scène. Et il y a toujours cette ambivalence de l'artiste anonyme où on le met sur la scène contre son vœu peut-être. Et je pense toujours dans ces cas-là à Van Gogh, qui écrit tout le temps à son frère Théo. C'est toujours ma référence, qui m'avait vachement touchée. Il écrit toujours à son frère Théo, je t'envoie tel et tel petit dessin, mais c'est misérable, ne le montre surtout pas aux autres. Je suis très gênée, c'est juste parce que tu me demandes de mes nouvelles.
Et finalement, aujourd'hui, il y a toutes les meules de foin de Van Gogh qui sont dans tous les musées du monde, alors que lui, il écrit à Théo qu'il en a honte et que c'est juste pour lui parce que son frère insiste, quoi. Et qu'il faut surtout pas les montrer. Et voilà, il y a pas de réponse. De toute façon, c'est une artiste qu'on découvre tout juste, tout court. C'est même pas une redécouverte, c'est une découverte. Et on saura probablement jamais ce qu'elle pensait et ce qu'elle aurait voulu faire de sa collection. Voilà. En tout cas, on sait ce qu'elle faisait de sa vie. Incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. Oh, ça c'est super. Je suis trop contente d'avoir que tu m'aies raconté cette histoire. Trop bien. Eh ben, à ton tour. Moi aussi, j'ai hâte. Ok. Alors. C'est pas un mini-zode, finalement. Précisons. Alors, suivant ta superbe histoire, c'est assez intéressant parce que il s'avère que on a des artistes, on parle d'artistes contemporaines un peu par hasard, et également des artistes qui, elles sont toutes les deux femmes et elles ont un caractère un peu qui tend vers l'isolation, qui cherche à être seule et bien. Elles se sentent bien seules, quoi, plutôt. Alors, moi, j'ai décidé de parler de Tove Jansson, qui est une artiste finlandaise. Et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que je lise sa biographie, parce que sa vie, c'est une très belle histoire, en fait. C'est juste feel good. Et elle a plein de... disons, elle a plein d'imagination et de belles choses à dire, et elle a vécu plein de belles choses, donc voilà, ça donne envie. Et en tout cas, voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par dire que mes infos proviennent surtout de ce que j'ai trouvé sur Internet et des podcasts. Et ma source principale, c'est l'œuvre de Pénélope Bagieux, qui a résumé la vie, et je cite, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Donc c'est une série de bandes dessinées intitulée Les Culottées, où les planches sont dédiées aux femmes remarquables de l'histoire. Et donc voilà, c'est super, et je crois qu'en plus de la biographie il faudrait que je lise de Tove Jansson, il me faudrait aussi également cette collection de BD, parce que c'est des petits trucs qui... T'avais vu les documentaires Arte que je t'avais fait suivre une fois? Enfin, c'était pas Arte, c'était France TV, je crois, qui avait fait... et ils sont plus malheureusement en replay, mais on doit pouvoir les trouver autrement. Ils avaient converti avec Pénélope Bagieux une partie donc de ces BD en mini dessin animé. Ah oui. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Très beau. Ah, c'était elle, d'accord. J'ai pas fait le lien avec son... Ouais. Ça, c'est sûr que je savais qu'elle a fait des séries. Mais du coup, j'avais pas fait le lien avec ce dont tu m'avais parlé. Ouais. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus maintenant, des résumés des femmes qui, voilà, importantes de l'histoire, etc. C'est souvent des résumés, malheureusement. Ouais, on est un peu submergés, et donc nous aussi on le fait, mais un peu plutôt par hasard. Enfin, on voulait surtout parler de choses qui nous donnent envie. On est content de le faire. et voilà. Donc voici l'histoire de Tove Jansson. Elle est née en 1914 à Helsinki, la capitale de la Finlande, pour ceux qui ne savent pas. Ses parents sont d'origine suédoise et finlandaise, et ils sont tous les deux artistes. Sa mère est illustratrice, et elle dessine d'ailleurs les timbres en Finlande, c'est drôle. Et son père est sculpteur. Donc Tove va grandir dans ce milieu artistique un peu bohème. Et elle est très proche avec sa mère, et va faire ses premiers petits dessins en la copiant. Elle dessine d'abord des visages, puis des personnages, et puis elle leur invente des histoires. Et à 16 ans, elle intègre une école d'art à Stockholm, en Suède, où elle reste 3 ans, et puis elle continue ses études à Helsinki, avec des séjours à Paris et à Rome. Bon, je sais pas trop cette chronologie-là exactement, mais en tout cas, ce qu'elle dit plus tard de cette période, c'est qu'elle a du mal à trouver sa place dans le monde de l'art académique,
Et entre autres parce qu'il s'avère que c'est un milieu extrêmement machiste. Et d'ailleurs, Pénélope Bagieux interprète ça très bien dans sa BD. Donc, elle dessine un prof moustachu, tu sais, tout énervé, qui dit là, ça doit venir des couilles, vous voyez. Donc voilà, c'est le typique, voilà, ouais. Prof d'art macho. Pour la parenthèse, quand on voit les sculptures grecques antiques qui ont servi à inspirer des générations d'artistes, je pense que cette réplique est parfaite. Pour dire qu'il n'y a pas grand-chose de quoi sortir de l'art chez les classiques. Dans les génitales des hommes, oui, tout à fait. Ouais. Alors, mais donc ce qui n'est pas, alors je pense que c'est pas uniquement le sexisme qui la lasse, c'est aussi ce cadre trop formel qui résume un peu aussi bien la philosophie de Tove Jansson, parce qu'elle créait pour le plaisir. Elle créait pas pour les critiques, elle créait pas pour être comparée avec d'autres artistes, elle créait pour elle-même. Et je pense pour en vivre quand même, elle voulait faire carrière. Bah, pas forcément. Je pense que c'était par hasard qu'elle a fait carrière. Son souhait n'a jamais été d'être super connue. Je pense que c'était surtout de créer et d'être bien. Pour quelqu'un qui a l'habitude de créer ses propres règles, ça doit être assez casse-pied en fait à la langue de devoir plaire aux profs, etc. Et donc enfin en 1936, Tove finit par quitter l'école à Helsinki et elle fonde un collectif d'artistes. Donc, elle commence à s'établir en tant qu'artiste peintre, graphiste et illustratrice en 1939. Et à cette époque-là, ses œuvres sont incluses dans une exposition dédiée aux jeunes artistes et elle reçoit de bonnes critiques. Donc, voilà, elle commence à s'établir. Son collectif, elle s'établit dans quelle ville avec son collectif à Helsinki. Ok, toujours. Okay. En fait, c'est cette époque-ci où on voit ce moment charnière dans la vie de la carrière de Tove. Elle commence à s'établir en tant qu'artiste, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Donc elle voit autour d'elle tous les dégâts que ça engendre. Et en plus, son frère est dans l'armée. Et une de ses amies proches est juive et donc décide de fuir aux États-Unis. C'est évidemment une période très difficile pour Tove. Les événements de la guerre l'angoissent et se reflètent dans ses illustrations. Et donc d'abord, elle va créer des illustrations pour une revue antifasciste, donc Go Girl. Et en parallèle, elle va aussi développer l'histoire et le monde imaginaire des Moumines. Et donc, c'est son moyen de fuir. Elle crée ce monde où il y a de la couleur, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et donc, au bout du compte, c'est grâce aux Moumines que Tove va être célèbre. Et c'était pas du tout attendu de sa part. Les dessins des Moumines, donc ces petites créatures, c'est tout d'abord une petite signature qu'elle mettait par-ci par-là et qu'elle avait créée en chahutant avec ses frères. Et en fait, elle développe tout le monde derrière cette créature. Et c'est des histoires pour enfants qui vont marquer le monde entier. Les Moumines, c'est une famille de petites créatures et elle appelle ça des trolls, mais physiquement, ça ressemble plus à des hippopotames bipèdes. Ils vivent dans la vallée des Moumines, dans une tour en bois, peinte en bleu, située au bord de la mer. Enfin, c'est idyllique. Et dans cette maison, ils accueillent leurs amis et différentes créatures avec chacun leur personnalité. Et c'est comme ça que les histoires vont se développer. Ce sont des histoires qui sont pleines de tendresse et de gaieté, mais en même temps, Tove infuse en même temps de l'inquiétude et les bouleversements qu'elle a pu vivre pendant la guerre. Elle va infuser toutes ces histoires de ce côté un peu personnel. Oui, et puis sombre. Et ces premiers livres vont être publiés juste après la guerre. Ils sont intitulés, entre autres, par exemple, Moumines et la grande inondation, et aussi les Moumines et la comète. Donc, on peut vite faire le lien avec les désastres et les bombardements. Ces deux premiers livres sont passés plus ou moins inaperçus, mais Tove va percer en 1951, lorsque son prochain livre, La famille des Moumines, a été traduit en anglais.
Dans ce livre, elle introduit de nouveaux personnages, dont 2 petites créatures en robe qui marchent main dans la main avec une valise dont le contenu est inconnu jusqu'à la fin de l'histoire. Et il s'avère que la valise cache un grand rubis. Un quoi? Donc ici, un grand rubis. Rubis. Voilà, une pierre précieuse. Ici, Tove a intégré une symbolique en lien avec sa vie amoureuse. Et donc le couple, ces 2 petites créatures en robe, représentent Tove et une jeune femme mariée, Vivica Bandler, avec qui elle a eu une liaison brève mais passionnée à cette époque. L'homosexualité à ce moment-là était illégale en Finlande et donc elle devait cacher leur amour et ce secret, c'est comme le rubis dans la valise, ça doit être caché. Mais caché. Et caché. Voilà. Donc la malveillance qu'elle rencontre, Tove va la représenter dans le Gråke, qui est la grande créature grise qui ressemble à un fantôme, qui gèle tout ce qu'il touche. Et ça représente la menace et la destruction de tout ce qui est beau et pur. Donc voilà, on peut voir ces histoires sont pour des enfants, mais en même temps, elles racontent aussi un peu l'histoire de Tove et d'un point de vue d'un adulte aussi. C'est un super mélange ça contient beaucoup de sagesse et je pense que c'est un message que les gens à cette époque-là comptaient pas, ne se disaient pas que c'est pour des enfants, mais en même temps. Tu veux dire, les gens à cette époque, ils trouvaient pas que c'était un livre pour enfants? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est des livres pour enfants, mais c'est des messages que comprendront les adultes Bien sûr. aussi, et peut-être mieux que les enfants, mais en même temps, ça peut leur donner des réflexes tu vois, comme les enfants perçoivent les films, etc. Et il y a l'humour que comprend que les parents. Mais en même temps, il y a un message derrière que les enfants peut-être vont intégrer dans. C'est le principe du conte et de la morale, mais elle l'a fait sans doute de façon un peu plus moderne parce que elle inclut des sujets modernes en fait dont on parle pas encore, parce que tous les contes parlent de la même chose, tu vois, qu'il faut être bon pour être récompensé, tu vois, et qu'il faut être obéissant et sage, et il y a aussi un rapport avec les adultes, que les adultes comprennent et que les enfants comprennent à leur façon, avec tous ces contes sur la violence, l'agression, le sexe, etc., cachés sous des histoires d'enfants. Mais là, je pense qu'elle apporte une nouvelle forme de réflexion dont on parlait certainement pas dans les films, dans les livres pour enfants. Tu vois, l'homosexualité, c'est quelque chose dont on parlait dans d'autres livres, avec d'autres métaphores, mais pour adultes. Et sans doute pas, à ma connaissance, il y a aucun livre pour enfants qui apporte une réflexion, même adaptée pour les enfants, sur des sujets comme en 1945, quoi. C'est ça. Et en plus, on sort de la guerre où, en plus, l'homosexualité était plus que réprimée, encore plus que dans d'autres siècles, décennies. Donc. Mais ce qui est super aussi dans ces livres, c'est que toutes ces créatures sont différentes et elles ont chacune leur personnalité, et c'est ça en fait, c'est de la liberté d'être soi-même. C'est ça qui, je pense que le message le plus important dans ces livres, c'est que tout est accepté en fait. La personne a le droit et la liberté d'être suivre différent. D'être différent et d'être accepté par ses amis, avec sa propre personnalité. D'ailleurs, il y a une petite fille parmi les personnages qui s'appelle Petite Mu, qui est censée représenter Tove quand elle était petite, et qui a un sale caractère et qui a une voix grincheuse dans les cartoons, et c'est vraiment, elle est superbe, mais c'est ce que les petites filles à cette époque-là apprennent, c'est qu'il faut être gentil, il faut sourire, il faut faire des bisous, alors que cette fille, elle montre que c'est acceptable d'avoir un sale caractère, d'être décidée, elle est bossy. Et voilà. Donc, avec le succès de ce livre, La famille des Moumines, Tove Jansson attire l'attention de Charles Sutton,
un agent londonien qui lui propose un contrat pour produire des petites bandes dessinées des Moumines dans le journal The London Evening News. Tove accepte cette proposition et pendant 7 ans, elle va produire, donc 7 ans, hein, elle va produire 6 bandes par semaine sur les Moumines. Trop bien. Ouais. C'est un mécénat, quoi. Donc les bandes dessinées sont un succès instantané et dans 2 ans, 120 journaux du monde entier diffusent cette bande dessinée. Donc ça atteint au moins 12 millions de lecteurs. Et donc bien sûr, avec le succès vient la demande et les projets liés aux Moumines affluent jusqu'au point où Disney propose de racheter les droits exclusifs sur les Moumines. Mais heureusement, d'ailleurs, Tove refuse. Ça aurait été tellement différent dans la patte Disney. Enfin, il l'aurait peut-être transformé en version Disney, en fait. Ouais, avec des gros yeux et tout doudou. Ouais, non. En même temps, l'illustratrice commence à se lasser. Elle devait constamment développer des nouvelles idées pour les BD, ce qui lui laissait peu de temps pour la peinture et l'écriture. Et pour elle, les Moumines commençaient à l'envahir. Ils envahissaient son monde et du coup obscurissaient ses vrais talents. C'est intéressant quand tu vois que c'est parti d'une idée au contraire d'échappatoire et de gaieté. C'est toujours pareil, quelque chose que tu désires puissamment ou tu te dis ah ça serait si bien si j'avais ça et en ce moment ma vie ne me convient pas sur ce plan-là et une fois que t'as l'autre chose et que ça remplace la précédente, ah c'était bien avant. Ouais. C'est dingue, hein. Vite se retourner. Oui, non, mais je pense que c'est surtout que quand tu crées quelque chose, c'est au départ, surtout Tove, elle avait de la tendresse pour ces petites créatures. Et puis, en fait, quand ça prend une place trop proéminente, elle peut plus créer autre chose et tout le monde la force à penser à ça et ne parle que de ça, alors qu'elle pense qu'elle a d'autres talents aussi et qu'elle a envie de. C'est ce que tu disais au début. Le fait qu'elle avait un plaisir dans la création et que bah voilà, t'es rattrapée par le côté business et c'est plus tes histoires, enfin, c'est plus ses histoires quoi. C'est ça, exactement. Ça t'appartient plus et ça devient une espèce de devoir pour la collectivité. Donc elle est un peu en dépression à cette époque-là. On est en 1955-56. Et ce qui va réussir à la faire sortir de sa dépression, c'est la rencontre de Tuulikki Pietilä. C'est joli, attends, vas-y. Tuulikki Pietilä. Ok, trop joli. Bah, je sais pas après, c'est en finlandais, donc moi je parle pas finlandais. Je pense que ça ressemble. Je me souviens de cette. J'étais en conférence, c'était quand ? C'était au Quai Branly l'an dernier. Et il y avait une Finlandaise qui parlait énormément d'une ville portuaire. Et c'est drôle parce qu'en plus j'ai une amie qui a vécu dans cette ville portuaire, qui s'écrit en français Turku, Turque. Et quand elle le prononçait, c'était à la fois magnifique et hilarant parce que c'était Turku. J'arrive même pas à le faire. Turku. On aurait dit un petit oiseau qui roucoulait quoi. Turku. C'est hyper drôle. Donc je pense que t'es pas le finlandais est super. Enfin, c'est une super langue. C'est vrai que c'est joli. C'est vraiment très joli, mais c'est marrant parce qu'il y a plein de voyelles et plein de consonantes en même temps. Ouais. Bon. En tout cas, elle rencontre Tuulikki Pietilä en 1956 lors d'une fête et il se trouve que Tuulikki va être la femme avec qui Tove va passer le reste de sa vie. Donc Tove décide également de passer la responsabilité d'inventer toutes ces histoires pour les BD à son frère, Lars. Et donc elle ne s'occupe plus que de l'illustration. Et donc elle va à nouveau avoir le temps d'écrire et de créer comme elle veut parce que son frère va écrire les histoires pour elle. Et donc, l'influence de Tuulikki sur le prochain livre de Tove n'est pas difficile à détecter. Le personnage nommé Tuutikki va être introduit dans l'histoire et Tuutikki guide les Moumines pendant l'hiver et pendant les moments difficiles. Donc, c'est mignon. Donc, Tove va également écrire des romans pour adultes et peindre et illustrer d'autres livres.
Et donc, par exemple, pendant les années 60, elle fait des illustrations pour une des publications d'Alice au Pays des Merveilles, ainsi que donc, de Lewis Carroll, et ainsi que Bilbo le Hobbit de Tolkien. Ah oui, c'est vrai que c'est magnifique cette version. Ça fait très propagande URSS quand même. Bah, c'est un mélange parce que donc, la Finlande est proche de la Russie de manière géographique, hein, pas de manière culturelle, mais c'est elle s'inspire d'un peu de tous ces forcément de toutes ces imageries qu'elle peut voir dans la culture et comme elle a aussi écrit pour un journal antifasciste, elle a bien sûr un peu recyclé toutes cette propagande et l'a fait à sa sauce. Donc, mais ses dessins sont vraiment très intéressants aussi du fait de la rapidité de sa touche. Elle dessine un peu je sais pas si c'est à la plume avec l'encre ou si c'est au stylo ou si, mais en tout cas c'est très très joli et un peu inquiétant. Tove et toute l'équipe passent ainsi le reste de leur vie en harmonie. Donc elles passent l'hiver à Helsinki et l'été sur leur île Kolvaru dans l'archipel de Pelinki dans le sud de la Finlande. Leur île? Ouais, donc elles ont une île. Alors je sais pas, j'ai pas réussi à trouver si elles l'ont achetée ou si elles ont juste bâti une maison dessus et puis du coup ça leur appartient. Mais en tout cas c'est vraiment juste un rocher sur l'eau quoi. Et en plus c'est pas un gros rocher, c'est à 2-3 mètres de la mer. Donc, ça s'appelle comment pour regarder sur Google? Ça s'appelle Kolvharu. Oula, K-O-L-V... Non, Klovharu, pardon. Elles ont donc une petite maison sur l'île, sans électricité, où elles sont tranquilles, où les gens ne viennent pas les accoster pour demander des dessins et des autographes. Et quoique il y a des gens qui viennent en bateau les emmerder, mais je pense qu'ils ont très vite compris que c'était pas apprécié. En tout cas, c'est un peu la vie idyllique et c'est un peu ce dont je parlais dans l'isolement. Elle a juste envie de créer et les deux passent donc leur été là-dedans et elles font des constructions de choses qu'elles trouvent qui sont qui viennent de la mer, tu sais, des bouts de bois, etc., qui se retrouvent sur leur plage et puis elles font des allers-retours pour faire des courses et c'est tout. La belle vie. Donc en gros, la belle vie. Enfin, ça dépend pour qui, mais... Nous, on aime bien la solitude aussi. Oui, ça m'intéresse. Alors, en tout cas, Tove Jansson est donc décédée en 2001. Et finalement, après avoir passé 28 étés à Klovharu, Tove Jansson et Tuulikki Pietilä, toutes les deux âgées de 70 ans, n'étaient plus assez en forme pour continuer à y aller parce qu'il fallait quand même une certaine résistance physique. Ouais, j'imagine. En bateau. Ouais, en fait, le dernier été qu'elles ont passé là-dessus, il y a eu une tempête et ça a détruit leur bateau en fait. C'est un moment où elles ont eu peur des éléments et la mer commençait à les inquiéter quoi. Et là elles se sont dit que c'est plus possible d'y aller. Ça fait écho un petit peu ça me fait penser au premier livre, à la comète. Enfin ça, tu vois, il y a ce côté petite maison en bois idyllique des Moumines sur l'île et puis d'un coup il y a le danger qui arrive un peu. Ouais, c'est ça. Alors là, je cite ce que dit une des nièces de Tove. Donc Tove a réalisé qu'elle devait quitter l'île lorsqu'elle a eu peur de la mer. Et c'était un tournant. Elle a réalisé qu'elle devenait vieille. Et donc, une fois partie, elle ne voulait plus en parler. Et il ne voulait plus y revenir. Elle voulait juste garder cette période dans son esprit comme un bon souvenir. Ouais, c'est un crève-cœur de partir. Ouais. Donc Tove Jansson a 87 ans quand elle est décédée et Tuulikki est décédée 8 ans plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait, Tuulikki, je sais pas, dans la vie Est-ce qu'elle assistait Tove Jansson ou elle avait son propre art?
j'ai pas là ça C'est une autre j'ai pas eu le temps personne. de le regarder. D'accord. Mais elle C'est était une autre artiste. personne, je pense qu'elle a son propre Univers. ouais, son propre univers, son propre art, mais à mon avis, Tove avait suffisamment d'argent pour les soutenir toutes les deux. Mais après, j'ai pas envie de dire qu'elle n'était pas douée, hein, tout l'équipe. C'est juste que j'ai vraiment pas regardé de ce qu'elle faisait du tout. Je suis en train de regarder, elle vient justement de Turku. Enfin, elle a fait ses études. Elle vient de Seattle et elle est originaire de Finlande, évidemment avec ce nom. Ida Elmi Puliki Pietila. Et elle a fait l'école de dessin de Turku. Mais en effet, elle a une page Wikipédia Rikiki. Donc je pense qu'elle a pas fait carrière. Enfin, pardon. Vas-y. Non, mais c'est tout. Oh, elles ont une belle vie. C'est ça, c'est une belle vie. C'est intéressant, je trouve qu'elle a l'air très, comme tu la présentes, elle a l'air très consciente d'utiliser son art pour exprimer ce qu'elle ne veut pas dire avec des mots d'adulte, quoi, terre à terre. Est-ce que tu penses qu'elle était consciente de ça et qu'elle le faisait ou c'était un peu toujours sa façon de transformer la réalité avec un regard un peu... tu vois ce que je veux dire? Je pense que les Moumines, ça l'a un peu forcé de rester dans ce carcan, disons, de raconter des histoires pour enfants, mais à travers ça, exprimer un peu ses sentiments, son point de vue. Et je me suis pas vraiment renseignée sur ses autres œuvres, et d'ailleurs, je lui fais pas vraiment service parce que je pense qu'elle aurait souhaité qu'on parle aussi d'autres choses que les Moumines, mais je sais qu'elle a écrit d'autres bouquins, elle en a au moins 2 autres qui n'ont rien à voir avec les Moumines et dont une autobiographie. Je pense qu'elle écrire pour des enfants a été pour elle une source d'exprimer ses idées pour des esprits purs, quoi, je pense. C'est pas une obligation d'en sortir de toute façon et d'exprimer les choses entre guillemets vulgairement, tu vois, sans artifice, mais peut-être que si les Moumines n'avaient pas pris autant d'espace, elle serait partie sur des choses justement plus... C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir à cœur d'exprimer les réalités du monde aussi et justement les souffrances, les choses graves. Mais peut-être que avec toute la communication qui a été faite autour des Moumines, elle s'est retrouvée un petit peu bloquée de pas trop pouvoir dire ce qu'elle pensait clairement. Peut-être, je sais pas. Ou alors c'était un choix d'expression. Ouais. Faut voir un peu ce qu'elle a écrit d'autres. Ouais. Peut-être qu'elle trouve que c'est plus facile de parler à un public jeune par le fait que tout ce qu'elle a vécu, par exemple dans les écoles d'art, etc., des gens qui sont, tu sais, prétentieux, les artistes qui se sentent plus, tu vois, des gens qui sont un peu corrompus par leur vie d'adulte. Je sais pas, peut-être qu'elle trouvait que c'était plus facile de rester dans l'enfance, dans l'innocence. Dans l'enfance, dans l'innocence, parce qu'elle peut-être qu'elle trouvait de la pureté là-dedans et que ça convenait mieux à son message. Un espèce d'idéal à la Tolkien. Ouais. En fait, c'est tout simple puisqu'elle souhaite. C'est pas du tout conceptuel, c'est pas du tout ces tableaux. Tu verras, c'est figuratif, mais en même temps, c'est très coloré et puis expressif et donc vraiment, elle exprime juste les sentiments. Ouais. J'ai une question pour toi. Comme tu as grandi en Norvège avec, je sais que c'est pas comme la Finlande, mais t'as grandi avec des légendes qui ressemblent aux Moumines dans les pays nordiques. Il y a les trolls notamment, je trouve qui ressemblent d'une certaine façon. Oui. Ils sont petits. Alors c'est pas les grands trolls de caverne comme on trouve dans, j'en sais rien, dans Harry Potter ou dans les Hobbits. Non. Ouais, je sais pas trop d'où ça vient cette image du troll géant, mais le troll norvégien est minuscule et il a une mousse sur la tête et il a un peu des grosses paluches, quoi. Non, alors non, il y a les deux. Donc il y a les trolls géants. D'accord. Il y en a qui existent. Ouais. Enfin, dans les histoires, il y a Dovregubben, etc., qui sont des énormes montagnes qui bougent, quoi. Mais il y a aussi les Nessa, qui sont des petits trolls, qui sont des vieux, des petits vieux, des petits Pères Noël, mais en minuscule, un peu comme des leprechauns, mais qui sont habillés en rouge généralement, qui ont un petit bonnet rouge et des mauvaises surprises aux gens qui laissent pas de porridge dehors pendant l'hiver, des trucs comme ça. Oui, c'est des petits jeans. Mais il y en avait aussi dans les rues d'Oslo quand j'étais venue te voir plusieurs fois, mais et désolée pour la référence horrible, mais dans la Reine des Neiges, on les voit, il y a des petits trolls moussus
Tu vois, Ouais. un peu marron Oui, oui. avec des nez crochus. Oui, je vois bien. C'est quoi? Mais généralement, dans les contes norvégiens, c'est pas. Les trolls sont grands. Alors, les petites figurines, elles paraissent petites, mais Géante. elles sont censées être grandes. Ouais. D'accord. Parce que Et, dans cette belle référence de la Reine des Neiges, ils en font des petites créatures moussues, tu ouais, vois, qui sont comme des nains de jardin, ouais, quoi. Donc ça, c'est ouais. censé être grand. C'est censé être grand. Après, il y a peut-être des petits trolls, hein, je connais pas tous les contes norvégiens, mais généralement, les trolls sont des grandes créatures très inquiétantes mais qui sont un peu bêtes, quoi. Et puis, ils se font coincer dans le soleil et puis ils deviennent de la pierre. Mais c'est pour ça, c'est intéressant d'ailleurs que tu en parles parce que, donc, les moumines, ça s'appelle les moumines trolls. Donc, c'est censé être des trolls, mais c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à un troll. Enfin, c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est tout rondelet. Et donc, elles appellent ça juste un troll parce que c'est quelque chose de fantastique. Peut-être qu'il y a une légende finlandaise aussi qui s'y raccroche. Ouais, ce sera la recherche. Très bien. Mais je pense que c'est juste qu'elle l'a créé de son imaginaire. Hein. Elle a jamais cherché activement à quoi ressemblerait cette figurine. Oui, et puis parfois, t'es obligé, le truc typique, quoi, quand t'as les gens devant une œuvre contemporaine qui cherchent tous à donner un sens et tu raccroches des mots par rapport à ce que tu connais, parce que on fait tout ça avec n'importe quoi, on a besoin, mais même autre chose que on est dans l'œuvre d'art, donc restons dans l'art. Mais voilà, tu te raccroches à ce que tu connais et peut-être que finalement, c'est même pas elle qui a choisi de les appeler les trolls, c'était peut-être ce qui était le plus vendeur et compréhensible, parce que c'est vrai que ces créatures sont, comme tu dis, c'est inquiétant, à la fois ils ont l'air doux et gentils, mais il y a des petites choses. Ça me fait penser à un jeu que j'adore et que je recommande, qui s'appelle Gloom. C'est un jeu pour les esprits romantiques du 19e siècle, quoi, qui aiment Fuseli et les artistes un petit peu obscurs. Et le but, c'est d'être le plus malheureux possible, et c'est comme ça que tu gagnes. Et il y a plein de petites réflexions, du coup, très drôles, d'humour noir, mais d'humour noir malicieux, quoi. C'est drôle, c'est pas du tout déprimant, finalement. Par exemple, pour rendre les gens malheureux, tu les fais s'étouffer avec un pudding. Enfin, c'est juste idiot, quoi. C'est bête. Et ça me fait penser un peu à cet humour, tu vois, avec ce côté un petit peu folklore, référence à des contes. C'est comme la fable, quoi. T'exorcises un petit peu des choses déprimantes en les transformant en des choses un peu ridicules, un petit peu... Et il y a ce côté chez les Moumines, je trouve c'est inquiétant, alors qu'en fait, ils sont juste drôles et maladroits un peu. Enfin... C'est pas vraiment les moumines eux-mêmes qui sont inquiétants, c'est les autres créatures. Et ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, il y a des espèces de créatures vraiment très laides qui rentrent dans leur maison et qui veulent le lait ou quoi que ce soit. Et donc, à part le Groken dont je parlais, qui est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment un monstre. Les autres, généralement, ce sont des monstres, mais qui ont besoin d'aide et finalement, ils finissent par obtenir de l'aide. Bon, bien sûr, il y a des difficultés. Faut traduire leur langue et s'ils parlent pas. Ouais, c'est vraiment très humain. Ouais, c'est ça qui est. C'est pas vraiment un conte dans le sens où il n'y a pas de la morale très universelle. C'est plutôt Tove qui essaye de trouver les valeurs qu'elle avait pendant qu'elle grandissait, parce qu'elle a eu une enfance très, très joyeuse finalement, et qu'elle essaye de le répliquer dans ses histoires. Et donc la mère, par exemple, la mère des Moumines, elle fume et elle s'occupe de la maison, mais en même temps elle coupe le bois, elle fait les tâches de mec. Oui. Drôle. Et dans ses histoires. Et donc, tu vois, c'est une femme indépendante, mais en même temps, elle cherche elle a un peu ses traits de maman, donc elle aide tout le monde et elle demande à tout le monde s'ils veulent du lait, des trucs comme ça. C'est hyper avant-gardiste. Après, dans les années 60, 70, où c'était à son apogée, les Moumines, j'imagine, voilà, les cigarettes étaient partout. Il y avait peut-être même des pubs sponsorisées cigarettes, tu vois, à la Pulp Fiction. Ouais, dans les films animés, bien sûr, ils montrent pas la. Ouais, c'est censuré. Mais tu verras ça dans aucune histoire, une mère qui fume. Ce qui est idiot. Les pères fument, ne serait-ce que la pipe. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec ces histoires, c'est que c'est progressiste et ça a plein de bonnes valeurs, mais de manière moderne, quoi. C'est pas Martine à la plage, quoi. Voilà. Et si on se souhaitait, c'est la nuit ici, je ne sais pas quelle heure il est pour vous. Minuit 42. Moumine 42. Eh bien, bonne moumine. Nata.
Merci à Lucie Florentin pour la composition de la musique d'introduction du podcast Art à cœur. Vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo.